Comment est-ce qu'on apprend? Alors aujourd'hui je vous présente la deuxième vidéo de la playlist Les théories de l'apprentissage, comment est-ce que nous apprenons. Bonjour, bienvenue sur Éducation Voyageuse. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Vous pouvez cliquer sur s'abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie chaque semaine. Alors le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être le courant cognitiviste. Je vous laisse donc découvrir tout ça. Le cognitivisme, ce qui change d'abord par rapport au behaviorisme, c'est l'objet de l'étude. On n'étudie plus le comportement observable, mais on va étudier l'esprit, c'est-à-dire la structure innée des sujets. Et on parle même de mentalisme pour expliquer que c'est vraiment la réalité mentale qu'on va étudier. Et qu'il y a vraiment une réalité mentale qui est sous-jacente en fait au comportement observable, qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur qui parfois implique quelque chose de visible, mais parfois qui reste de l'ordre de l'invisible. En fait, même si le conditionnement il existe, on ne peut pas se contenter du conditionnement parce qu'on ne peut pas expliquer les compétences qui sont acquises par les enfants au cours de leur développement par exemple, ou même lors de l'apprentissage d'une langue. On ne peut pas se contenter du behaviorisme, il faut vraiment prendre en compte qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur qui est l'ordre de l'invisible et qui dépend aussi peut-être de différents types de facultés, qui soient le langage, l'action motrice. Mais il y a quelque chose dans le cognitivisme qui est vraiment de l'ordre du traitement de l'information. C'est-à-dire que l'apprenant, en fait, il va traiter l'information comme un ordinateur. Donc il traite ces informations, ces nouvelles informations, en relation avec les informations précédentes, enfin antérieures, celles qu'il connaissait d'avant. Il recueille ces nouvelles informations, mais il sait aussi les adapter aux différents environnements. Donc là, on a vraiment une conception des acquisitions qui est fondée sur la notion de l'organisation des indices issus de l'environnement. Et en plus, on a la prise en compte du caractère orienté, purpose behavior, c'est-à-dire le poids du but, de l'objectif dans les comportements. En fait, c'est là qu'on comprend que le comportement de langage, par exemple, c'est pas une succession de... Là par exemple quand je vous parle, c'est pas pour juste bouger mes lèvres, mon larynx et tout ça. C'est parce qu'il y a un but de communication derrière, il y a un objectif de communication qui est de vous transmettre quelque chose ou d'attendre quelque chose de vous ou de produire un effet chez vous. Ce qu'on appelle l'acte de langage. Mais c'est pas un comportement juste pour bouger mes lèvres. Donc il y a vraiment cette prise en compte du but vers lequel tend l'action. Donc là, c'est à ce moment-là qu'il y a plusieurs postulats qui sont faits, donc je vais vous les lire pour pas être sûr de ne pas les oublier. Donc la première, c'est que le comportement, il se situe dans une dimension plus globale que la situation stimulus-réponse et qu'il y a d'autres facteurs, on vient de le voir, qui influencent sur le comportement. La deuxième, c'est que l'apprentissage, il peut en fait s'effectuer sans renforcement. C'est sûr que le renforcement, il peut avoir des effets positifs, mais il n'est pas nécessaire à l'apprentissage. Il peut y avoir aussi apprentissage sans qu'il y ait de changement constaté, c'est-à-dire que l'apprentissage n'est pas toujours visible dans le comportement. Il y a plusieurs variables d'intervention qui doivent être prises en compte. La motivation, l'habitude, l'intention qui jouent un rôle essentiel dans l'apprentissage. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que ces facteurs-là influent vraiment sur l'apprentissage. Le comportement est intentionnel, c'est ce que je vous disais avec le but. L'apprentissage n'est pas qu'une réaction à un environnement, il vise l'atteinte d'un but pour agir sur l'environnement. Les attentes, donc numéro 6, les attentes affectent le comportement. Si quelqu'un apprend qu'une action ou un comportement engendre des conséquences positives, l'attente de cette conséquence affecte la réponse qu'elle précède, bien sûr. L'apprentissage est le résultat d'un corps organisé d'informations. Donc ça, c'est
c'est un point clé du cognitivisme, hein. L'apprentissage est une somme d'informations organisées. Et c'est là que naît le concept de carte cognitive, ou que nous on appelle mind map, ou vous savez ces cartes mentales, de représentation mentale. Le fait d'organiser les connaissances sous forme de carte mentale, je vais vous mettre un exemple, parce que je ne sais pas si c'est très parlant ce que je vois par carte mentale, mind map, c'est issu du cognitivisme. En fait, le cognitivisme, il dit quand même que l'apprentissage, c'est cette somme d'informations et la représentation de ces informations, l'organisation de ces informations. Ok, ensuite dans les années 55 ou 60, toujours dans le mouvement cognitivisme, on a Jérôme Brunner. Alors lui, c'est un des fondateurs de la psychologie cognitive, et en fait, il fait le statement du fait que l'enfant est un chercheur de structure. En fait, il dit que l'enfant, il cherche constamment à avoir des régularités entre tout ce qu'il perçoit. Vous savez, je vous ai fait une vidéo sur comment apprendre sur les bébés de 4 mois et s'ils pouvaient détecter une erreur grammaticale. Je vais vous mettre la vidéo voilà, en lien si vous voulez aller la voir, mais c'est cette idée, vous vous souvenez que les bébés de 4 mois, en fait, ils arrivent à détecter une erreur grammaticale parce qu'ils font des probabilités en fonction de ce qu'ils entendent de la langue. C'est cette idée en fait que à partir de tout ce qu'ils reçoivent, les enfants arrivent à faire des régularités, à calculer des régularités. Et en fait, ils essayent de trouver une sorte de structure significative pour organiser les éléments entre eux qui, a priori, n'auraient pas de lien. En fait, un enfant, il n'apprend pas des faits par cœur. Il essaie vraiment de voir les relations entre les éléments. C'est vraiment l'idée que ce sont les relations, l'explicitation des relations qui fait que on retient, on apprend. Tous les éléments isolés sont oubliés. En fait, il faut une structure. Pour trouver une structure, il faut comprendre comment les choses sont reliées entre elles. Voilà, ça va être ça dans tout, par exemple en histoire, en maths, en biologie. C'est essayer de comprendre comment les choses sont liées entre elles et avoir une structure assez détaillée de ce lien explicite. Donc comme je vous disais, sinon tous les éléments isolés sont oubliés. C'est là qu'on voit apparaître l'idée du plan détaillé qui permet de structurer, de comprendre. C'est vraiment cette idée toujours de l'organisation des informations. Et donc en fait on dit, toujours sur Brunner, en aidant l'apprenant à saisir la structure d'un contenu, on lui permet de le comprendre d'une manière significative. Donc c'est ce que je vous disais, c'est des schémas, c'est des cartes mentales, c'est des plans détaillés qui en fait permettent l'apprentissage, qui permettent de comprendre la signification d'un contenu. Ok, et donc après Brunner, on a Chomsky, Noam Chomsky, donc voici sa photo, donc lui il est linguiste. Et lui en 1959, il fait une critique ouverte des travaux de Skinner, où en fait il démontre que essayer de réduire la compétence linguistique d'une personne à un comportement observable est voué à l'échec. En fait, il dit que le linguiste doit absolument s'attarder sur la compétence linguistique et non pas sur le comportement observable. En fait, il va émettre deux arguments et il va dire qu'on ne peut pas limiter les données aux productions linguistiques. En fait, les behavioristes, vu qu'ils n'étudient que le comportement observable, ils vont n'étudier que les productions linguistiques, que ce qui est produit linguistiquement. Sauf qu'en fait, ce que dit Chomsky, c'est que c'est pas assez, on peut pas se cantonner à ça. Il faut aussi prendre en compte la compétence linguistique d'un agent, d'un sujet, c'est-à-dire la réalité mentale qu'il y a derrière, puisqu'en fait on se rend compte que les locuteurs d'une langue ont ce qu'on appelle des intuitions linguistiques. Je vous explique les intuitions linguistiques. C'est par exemple si je vous dis ces deux phrases en français, je suis très folle et il existe tous les dieux. Linguistiquement, en soi, elles sont pas vraiment fausses ces phrases, mais toute personne qui parle le français sait, mais on saurait pas forcément dire pourquoi si on n'est pas linguiste, c'est qu'on dirait pas tout à fait ça, qu'il y a quelque chose qui va pas dans ces deux phrases. Et c'est ce qu'on appelle les intuitions linguistiques, c'est-à-dire que développer une compétence linguistique, c'est pas seulement pouvoir produire
des données, des productions linguistiques, c'est aussi comprendre la réalité mentale et se créer une réalité mentale, des schémas mentaux qui permettent de différencier ce qui va se dire, ce qui va pas se dire et comment interagir dans une langue. Donc en fait, il dit clairement que la compétence linguistique, elle dépasse largement les comportements observables et qu'en plus, elle suppose... alors, je vais vous dire comment il l'appelle. Elle suppose la présence chez le nouveau-né d'une forme de connaissance linguistique déjà très complexe. En fait, ça suppose que chez le nouveau-né, il y a déjà quelque chose qui est structuré ou en place à l'intérieur au niveau mental. Bon, plus tard, on pourra, avec les neurosciences, exactement dire de quoi il s'agit. Mais en tout cas, qu'il y a quelque chose en plus que le comportement observable qui est présent dès le nouveau-né à l'intérieur, puisque si dans un même environnement on met un nouveau-né humain et un chimpanzé bébé, eh bien le bébé humain il va pouvoir parler et pas le chimpanzé. Donc ça, voilà, ça laisse penser qu'il y a une structure linguistique qui est déjà complexe et bien présente. Voilà pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui qui était dédiée au courant cognitiviste. La prochaine vidéo sera consacrée à un autre courant qui s'appelle le constructivisme. Normalement, il est dans la playlist que je vous ai faite sur les théories de l'apprentissage. Je vous dis merci et à bientôt!